Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce live vidéo. Nous sommes en direct sur Facebook, sans filet, en interaction, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de cet exercice auquel je me livre, vous le savez, extrêmement régulièrement. Vous êtes d'ailleurs chaque semaine maintenant des dizaines de milliers à suivre ces lives, alors en direct et le plus souvent évidemment en replay, et à les partager, et je vous en remercie. Alors, quelle élection, cette histoire de la primaire de la droite. Et je l'avoue, à chaque fois qu'il y a une sorte de coup de balai démocratique, à chaque fois que les élites journalistiques, que les observateurs sont désavoués, eh bien, je m'en réjouis. Et c'est évidemment le cas, vous le savez, François Fillon a été largement en tête de cette primaire de la droite. Et c'est d'abord, en tous les cas c'est ce que je vois, c'est comme ça que je le ressens, c'est d'abord un coup de pied à ce vieux système moribond. C'est un coup de pied à ceux qui se sont accrochés jusqu'au bout, Sarkozy, Juppé, bientôt Hollande, et qui veulent à chaque fois nous proposer la même élection. Eh bien, les électeurs ont décidé hier, et 4 millions d'électeurs, c'est énorme. C'est énorme. On ne parle pas d'une petite élection. 4 millions d'électeurs, quand bien même il s'agit d'une primaire, c'est beaucoup. Donc ça a une valeur démocratique. Eh bien, 4 millions d'électeurs qui ont décidé que les Français, que nous n'allons pas rejouer le match Nicolas Sarkozy, François Hollande au mois d'avril prochain. Et ça, c'est déjà une première victoire. Bonjour Henri, bonjour Marie, bonjour Eugène, content de vous retrouver. Donc voilà, déjà une claque. Oui, cher Henri, vive la démocratie. Et bonjour Loris, content de te retrouver dans ce live. Alors voyez-vous, d'abord une claque faite à François Hollande, figurez-vous, parce que François Hollande et son binôme Emmanuel Macron, parce que ces deux-là avancent dans le même sens et ils se démasqueront dans quelques semaines ou dans plusieurs mois. Ça fait des mois qu'ils travaillent, qu'ils se préparent à l'idée d'affronter Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé. C'était leur projet. Et dans les deux cas, ils avaient commencé à s'accommoder d'éléments de langage, de positionnement qui pouvaient les rendre légitimes. Bon, eh bien là, déjà, c'est un pied de nez, et en particulier un pied de nez qui est fait à François Hollande. Parce que, regardez à quel point ces gens-là sont animés par des petites questions de politique politicienne. La précipitation de l'annonce de la candidature de Emmanuel Macron, quel était son objectif? Elle était son objectif d'affaiblir Alain Juppé pour faire monter Nicolas Sarkozy. Parce que aussi bien Emmanuel Macron que François Hollande rêvent d'avoir Nicolas Sarkozy en face. Eh bien, ça n'a pas marché. Les Français ont dit non. Toutes ces manœuvres politiciennes qui consistent à essayer de préparer des choses en vue vous savez, toutes ces parties de billard à 3 bandes, à 10 bandes, tout ça, c'est terminé. Les Français n'en veulent plus. Et ils l'ont manifesté hier dans les urnes. Et puis ensuite, alors là, cette tribune publiée dans le JDD hier, soi-disant pour parasiter un peu l'élection de la primaire. Vous savez, cette tribune de tous les people de gauche. J'en ai fait une petite vidéo hier. Enfin, j'ai même oublié leur nom. Bon, vous m'en pardonnerez, mais ces people de gauche dans le JDD qui ont appelé à soutenir, non pas à soutenir, qui ont défendu le bilan de François Hollande. Alors ils ont transformé ça en une tribune contre le Hollande bashing, mais la réalité, regardez cette tribune, vous avez un paragraphe contre le Hollande bashing et tout le reste, c'est la défense du bilan de François Hollande. Et ces gens-là ont mis, ils sont quand même gonflés, ils ont mis cette tribune sur change.org pour lui donner un petit peu de buzz. Bon, et à l'instant où on parle, elle a été signée par environ 3000 personnes. Voilà, et là aussi, ça montre que ça ne fonctionne pas. On ne manipule plus le peuple comme on le voudrait, comme à l'ancienne. Ils ont voulu parasiter la primaire en faisant monter Sarkozy, en détruisant Juppé avec la candidature
de Macron, c'est loupé. Ils ont voulu créer le buzz le jour de la primaire avec cette tribune des people de gauche à la noix, c'est raté. Et puis, François Hollande, dans le fameux livre, vous savez, le fameux livre d'Havey, L'Homme, qui a fait scandale il y a quelques semaines, François Hollande, il exprime très clairement les raisons pour lesquelles il ne croit pas en François Fillon. Et il le dit clairement, il dit François Fillon n'a aucune chance. Et ce que je vous disais, il se préparait à être face à Sarko ou face à Juppé. François Fillon n'a aucune chance parce que, disait-il à ses journalistes, il n'a aucune épaisseur. Comme si lui, François Hollande, avait une épaisseur. Bref. Et puis, à côté de ça, vous avez la classe journalistique. Chers amis, merci, chère Béatrice, pour votre gentil message. Dans cette classe journalistique, justement, eh bien, ils avaient décrété que, effectivement, François Fillon était fait pour avoir un strapontin. Et d'ailleurs, je vous invite à voir une vidéo que j'avais postée, c'était au début du mois d'octobre, une vidéo que j'avais intitulée « L'énigme François Fillon », où je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment quelqu'un qui a un programme a priori cohérent, construit, en tous les cas beaucoup plus que ses adversaires, est-il à ce point méprisé par la classe journalistique? Et là, encore une fois, les Français ont montré que ce n'était pas la presse, que ce n'était pas le journal du dimanche, que ce n'est pas Paris Match qui fait une élection présidentielle, mais bel et bien des citoyens et des électeurs. Et ça, ils l'oublient. Et ils l'oublient à chaque fois. Ils l'ont oublié aux États-Unis, ils l'oublient en France. Et c'est la raison pour laquelle le vote d'hier, même si ce vote ne faisait pas rêver, est une victoire pour la démocratie. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ces primaires, au fond. Parce que, à l'origine, je n'étais pas favorable au principe des primaires. Parce que je suis d'une âme gaulliste. Et le principe de primaire n'est pas dans l'esprit des institutions de la Ve République. Bon. Mais en réalité, ensuite, il faut un petit peu de pragmatisme, faire avec les règles du jeu, du système qui est devant nous. Et j'ai compris une chose, c'est que ces primaires, elles ne portaient peut-être pas un vent de renouveau, en tout cas, elles ne le portent certainement pas, mais elles ont un mérite, c'est qu'elles nous permettent de bouter les médiocres hors du jeu politique. C'est ce qui s'est passé hier et c'est ce qui se passera à la primaire de la gauche au mois de janvier. Primaire où je compte peut-être voter, figurez-vous, cela vous surprendra peut-être, de la même façon que j'ai voté à la primaire de la droite, parce que à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Ceux qui n'ont pas voté hier, et en particulier, moi j'ai dans mon entourage des personnes qui m'en ont voulu d'avoir voté à la primaire de la droite hier. Sous prétexte que je cautionnais un système. Et bien, ce sont les mêmes personnes qui, demain, dans l'hypothèse d'un second tour, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, seraient allés manifester et se seraient dit « Oh là là, rien ne va plus en France, etc. » Eh bien, moi, je prends mes responsabilités. Je ne considère pas que c'est le scénario idéal. Je considère que ces primaires ne portent aucun véritable souffle de renouvellement. Mais encore une fois, ça permet de rafraîchir un petit peu le paysage. Alors, toute proportion gardée. C'est vrai. Alors, en ce qui me concerne, vous le savez, j'ai pris la décision de voter pour François Fillon. Alors, là aussi, il y a eu beaucoup d'incompréhension dans mon entourage en disant « Oui, tu te rends compte, François Fillon, c'est un réactionnaire, c'est un libéral. » Bon, eh bien, peu importe, François Fillon, il a un objectif. Le premier objectif, c'est faire de la France la première puissance d'Europe. Figurez-vous, si vous me suivez depuis longtemps, que c'est l'objectif que je poursuis aussi. Le mien est peut-être même plus ambitieux. Je veux faire de la France la première puissance du monde. Alors pas en termes de produit intérieur brut, parce que ça on s'en fout, mais en termes de modèle de société. Parce que la vraie puissance, à l'avenir, ce ne sera pas la puissance économique, ce ne sera pas la puissance militaire, ce sera la puissance d'influence. Et c'est ça le message que je veux porter. Et parmi tous les candidats, celui qui se rapprochait le plus, toute proportion gardée de cette idée, c'était Fillon. Bon, ensuite, il y a le programme économique. Un programme économique, alors là aussi, j'insiste, vous savez, entre nous, nous parlons souvent ensemble des enjeux de la nouvelle révolution industrielle, de la nécessité de réinventer un nouveau rapport au travail, à l'économie, etc. Rien de tout cela dans le programme de François Fillon, certes. Mais ce qu'il y a dans le programme de François Fillon,
il y a ce que la France aurait dû faire il y a 20 ans. Eh oui. Sans quoi, d'ailleurs, rien ne pourra être construit de façon ambitieuse. Tous ceux qui viennent et qui vous promettent de réinventer de nouveaux modèles sans avoir attaqué, et pardon d'être trivial, la question des déficits publics, tout cela sont des imposteurs. Parce que le problème des déficits publics, je vais vous dire lequel il est. Moi, je ne suis pas dogmatique. Je ne suis pas favorable, même loin de là, à l'austérité. Je ne suis pas un ultralibéral. J'ai déjà souvent fait la différence entre le capitalisme entrepreneurial et le capitalisme financier. Je me bats contre ce capitalisme financier qui broie tout et qui abîme les peuples. Sauf que la dette publique, figurez-vous, les amis, c'est quoi sa conséquence? C'est qu'elle nous enlève de notre souveraineté, à nous en tant que nation et à nous en tant que peuple. C'est la réalité. Quand nous avons une nation, un État qui doit 400 millions d'euros aux banques tous les jours, quand nous sommes un État qui emprunte 400 millions d'euros tous les jours aux banques et assurances, quand on a un État dont la charge de la dette représente le premier poste du budget de l'État avec des taux d'intérêt quasi nuls, imaginez quand les taux d'intérêt vont augmenter de 1%, eh bien, nous sommes tenus par ce monde de la finance. Alors, on peut avoir des discours incantatoires, mon adversaire, c'est la finance, ou tout ce qu'on veut. La réalité, c'est que tant que nous n'aurons pas récupéré notre souveraineté budgétaire, nous ne pourrons rien reconstruire. Alors, la nécessité d'affronter ce sujet de face, même s'il ne le projette pas dans l'avenir, je l'ai retrouvé toute proportion gardée chez Fillon. Et après, il y a la question de la géopolitique. Bon, les bisounours en France, qui sont pris par des considérations, par des dogmes, qui sont imposés là aussi par la même presse, par le camp du bien, nous disent que, par exemple, la Russie, c'est un pays que l'on doit bannir. On doit bannir parce qu'elle a à sa tête un apprenti dictateur qui s'appelle Vladimir Poutine. Et donc, non, la Russie, on ne veut pas en entendre parler. Bon, moi, je suis désolé. Mais la Russie est un acteur essentiel de l'équilibre géopolitique du monde, et nous devons parler avec la Russie. Ça ne veut pas dire se taper dans la main, ça ne veut pas dire faire copain-copain, mais parler avec la Russie. Et ça, François Fillon portait cette idée-là. Personne d'autre. Ils étaient tous dans les non-dits, dans le politiquement correct, dans la ligne qui est imposée par les médias qui distribuent les médailles. Bon, eh bien ça, je suis désolé, mais je n'en veux pas. Ce ne sont pas aux médias. Ce n'est pas à ceux qui ont écrit cette tribune hier, les Catherine Deneuve et les Benjamin Biolay, d'imposer la ligne géopolitique de la France au nom d'une pensée, de dogme, et d'une autoproclamation qu'ils ont fait en se décrétant, en se proclamant incarnation du bien. Non, ça je ne suis pas d'accord. Alors, évidemment, tout ça ne règle pas la question du renouveau démocratique. Et je n'oublie pas que François Fillon est un homme politique depuis des décennies. D'ailleurs, l'une des grandes faiblesses de son projet politique, c'est la question institutionnelle. Question institutionnelle qui me semble essentielle. La question institutionnelle, c'est celle qui fait que des dispositions seront prises dans la Constitution pour que la politique ne soit plus un métier. Parce que le vrai verrou, aujourd'hui, qui est le nôtre, il est là. C'est que la politique est un métier avant d'être un engagement. Et quand la politique est votre métier, on en parle souvent ensemble, parce que pour moi, c'est le péché originel de nos institutions aujourd'hui. Quand la politique est votre métier, eh bien votre obsession, ça devient la prochaine élection. Et plus ce qui va se passer dans 10 ou 20 ou 30 ans, et la souveraineté de la nation et l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Non, votre objectif, c'est de gagner votre vie. Et c'est de rester dans une logique d'appareil qui continue à vous distribuer des investitures. Et la seule façon de rompre ça, c'est d'instituer, et je le répéterai autant que nécessaire, et je me battrai pour ça, le non-renouvellement des mandats dans la durée. Parce que président de la République, on ne doit l'être qu'une seule fois, député 2 fois, ça suffit.
Ça suffit. Et ça, rien de tout cela dans le programme de François Fillon. Alors évidemment, le grand renouveau démocratique, porté par la société civile que nous incarnons, on ne le retrouve pas chez François Fillon. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons notre combat, plus que jamais. Et nous allons rassembler la société civile. Et parce que la société civile, le peuple, jusqu'à preuve du contraire, est la clé du sursaut de notre pays. Et l'enjeu qui consiste à instaurer la démocratie en France. J'ai bien dit instaurer, pas rétablir. Instaurer la démocratie. C'est un combat que nous devons porter haut et fort. Parce que la France... Alors certes, quand je dis ça, on me compare avec les républiques bananières. Bon, certes. Mais l'œuvre de 1789 n'a pas encore été achevée. Et aujourd'hui, nous sommes dans une logique de caste. La caste, qui avant était une caste monarchique, qui aujourd'hui est une caste d'appareils, de hauts fonctionnaires issus de l'ENA, de médias. Donc le principe de caste s'est déplacé, mais nous sommes encore dans ce principe de caste. Eh bien, cette caste-là, elle doit être combattue, et elle doit être combattue de face. Mais évidemment, pour faire tout ça, eh bien, il faut que notre pays soit libre, soit souverain. Et donc la question de l'économie, elle n'est pas anodine. Et une fois que l'économie sera remise sur les rails, et ça nécessitera des décisions forcément impopulaires, forcément, eh bien là, nous pourrons porter le projet qui est le nôtre, et dont vous commencez, je pense, à comprendre les contours, qui est celui de faire de la France le vrai laboratoire d'un nouveau modèle démocratique, d'un nouveau modèle économique et social, et d'un nouveau modèle de relation au progrès et à la technologie. Parce que vous le savez, la technologie, c'est passionnant, j'en ai même fait mon métier, je travaille, vous le savez peut-être, dans le numérique, mais la technologie, elle peut être au service de ce grand capitalisme prédateur planétaire, et en particulier incarné par les fameuses GAFA, les grandes entreprises technologiques américaines. Et si c'est au service de ça, avec l'aide de la haute finance, eh bien ça va broyer l'individu, et ça va vous enlever votre souveraineté individuelle. Mais la technologie, elle peut être aussi au service de l'humain. Et ça, c'est un vrai projet de société que nous devons porter. Et aujourd'hui, c'est des questions qui ne sont pas du tout sur la table. Pas du tout. Mais que nous allons porter. Voilà, chers amis. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, cher René. Vous dites un fonctionnaire doit démissionner et doit avoir le droit d'y revenir. Ce n'est pas juste. Bon, eh bien, il y a une vraie aujourd'hui injustice entre le public et le privé. C'est vrai. Et c'est ce qui fait que dans l'Assemblée nationale, eh bien, il y a essentiellement des fonctionnaires. Quand vous êtes fonctionnaire, eh bien, vous pouvez vous mettre en disponibilité pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant même 20 ans ou 30 ans, hein, et aller faire de la politique et revenir après dans votre corps d'origine. Ce qui est évidemment impossible dans le privé. Donc là, il y a un certain nombre de verrous à faire sauter. Et il faut mettre en place une vraie égalité. Alors, de deux choses l'une, soit on s'aligne sur le régime privé, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire doit démissionner, bon. Soit on s'aligne sur le régime public, ça veut dire que quelqu'un qui travaille pour une entreprise publique doit bénéficier d'un régime dérogatoire pour pouvoir soit regagner son travail ensuite, soit que l'on puisse lui offrir un place à qualification équivalente dans une grande entreprise publique. Mais c'est la seule solution. Mais en tous les cas, chers amis, à chaque fois, je vous l'ai dit en début de live, à chaque fois qu'il nous est donné la possibilité de contredire les sondeurs, les médias, les experts de tout poil, les autoproclamés du politiquement correct, eh bien, nous ne devons pas nous en priver. Et ce qui s'est passé hier, c'est très bon. C'est très bon pour la démocratie. François Fillon, encore une fois, est pas forcément quelqu'un qui fait rêver. En tout cas, il ne me fait pas rêver. Mais il peut être un bon président de transition, dans l'hypothèse où la société civile ne pouvait pas être en situation d'être présent sur l'échiquier de 2017. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous ce matin.
toujours un plaisir d'échanger. Vous êtes de plus en plus nombreux, plusieurs dizaines de milliers sur une semaine. Donc ce que nous faisons commence à prendre de l'ampleur. Oui, cher Eugène, vous avez raison, la société civile, dit-il, serait dans son gouvernement. Bon, ça reste à voir. Et puis la société civile, vous savez, elle peut prendre plein de formes. Je vous donne rendez-vous très vite. L'une des premières choses à faire, si vous voulez contribuer à diffuser nos idées et à les faire entrer en résonance avec l'opinion publique, eh bien, c'est diffuser ce que nous faisons, à commencer par partager cette vidéo. Vous pouvez suivre aussi la page des jeunes avec Rafik Smati, qui est pilotée par Eugène, qui est intervenu d'ailleurs dans ce live, qui lui aussi fait des vidéos pédagogiques très intéressantes et que je vous invite à regarder et à partager également. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Merci.